Et on commence par du lourd question société secrète, puisqu'on a attribué aux francs-maçons un rôle majeur dans des tournants historiques. Représentant un pouvoir politique secret, il serait responsable de tous les maux de la Terre. Historiquement d'abord, la franc-maçonnerie telle que nous la connaissons actuellement est plutôt récente, puisqu'elle n'apparaît qu'au début du XVIIIe siècle en Angleterre. Ses racines sont cependant plus anciennes, puisque la version anglaise du mot Freemason est attestée depuis le XIVe siècle. Le mot désigne alors un maçon très qualifié qui, librement, va d'un chantier à l'autre. À proximité des chantiers, les maçons libres installent généralement un foyer, appelé loge, et s'y réunissent pour discuter, échanger des techniques et tous les apprentissages utiles à leur métier de bâtisseur. Au fil du temps, ces loges auraient progressivement accueilli d'autres personnes ne travaillant pas dans le bâtiment, et seraient surtout devenus des lieux de débat plus ou moins philosophiques. Ces groupes, basés sur la solidarité et l'entraide mutuelle, acceptent de plus en plus de monde, mais il faut être choisi par un des membres pour y entrer. En 1717, 4 loges décident de fusionner dans une grande loge de Londres. C'est la naissance de la franc-maçonnerie moderne. Par la suite, des loges se créent dans toutes les autres villes d'Angleterre, de France, d'Europe et même d'Amérique. Par leur pouvoir d'attraction et un effet de mode, elles réunissent les élites cultivées du siècle des Lumières. Pour ne citer que Voltaire, Casanova, le marquis de Lafayette, Benjamin Franklin, Mozart ou encore George Washington étaient tous des francs-maçons. De nombreux révolutionnaires français sont aussi francs-maçons et des théories du complot ont pu prétendre dès 1797 que la Révolution française était à leur initiative, en oubliant au passage qu'elle avait décapité l'organisation au sens figuré et au sens propre car de très nombreux frères étaient de la noblesse. Elle fournit des laboratoires d'idées où grâce au secret des discussions, des thèmes audacieux peuvent être envisagés librement. Le rôle de l'organisation est ainsi souvent évoqué dans l'établissement de la laïcité en France. On est loin du truc religieux donc, mais malgré tout, les cérémonies paraissent bien mystérieuses pour ceux qui ne sont pas initiés à la franc-maçonnerie, parce que les symboles sont absolument partout. Moi-même, j'ai eu la chance dans mon ancienne vie de filmer une grande loge maçonnique pour un reportage, et je dois l'avouer, ça fait un peu mystique. On y retrouve les symboles liés à l'architecture évidemment, comme l'équerre, le compas, le fil à plomb, ou encore Dieu, appelé le grand architecte de l'univers. Mais dans les temples maçonniques, les rituels empruntent un peu partout. À la Bible, à l'alchimie, à l'Antiquité égyptienne et même aux Templiers. Les membres, appelés frères, utilisent des signes secrets pour se reconnaître. La franc-maçonnerie est en fait une société initiatique dans laquelle on gravit différents grades au fur et à mesure de son élévation morale et de son expérience maçonnique. Pour une société soi-disant secrète, ça fait déjà beaucoup d'informations que je vous donne dessus, non ? On peut se poser une question du coup. Est-ce que tout se sait sur la franc-maçonnerie ? Pas totalement. 2 secrets doivent toujours être maintenus. Ce qui s'est dit lors des réunions d'abord. Le maçon ne doit rien répéter afin de permettre une totale liberté de parole et d'opinion au cours des débats. Ensuite, il doit absolument garder le secret de son appartenance à l'ordre. Chacun peut déclarer qu'il appartient à la franc-maçonnerie, et c'est assez courant d'ailleurs. Mais personne n'est autorisé à dévoiler le nom d'un frère ou d'une sœur. Face à cette discrétion, on accuse la franc-maçonnerie de tout et de son contraire. D'être anti-catholique ou anti-protestante, favorable au diable ou trop soumise à Dieu, communiste ou capitaliste, soumise aux juifs ou antisémite, etc. La vérité, c'est qu'il y a autant de branches dans la franc-maçonnerie qu'il en existe dans la société conventionnelle. Sur l'échiquier politique, il y a des loges de gauche et des loges de droite par exemple. En tout cas, dès le début du mouvement franc-maçon, il est assez mal perçu par l'Église. Ils iront même jusqu'à se faire excommunier. La première condamnation par le pape tombe en 1738 et n'est supprimée qu'en 1983. Les francs-maçons sont aussi persécutés par les régimes totalitaires. En URSS, on considère l'organisation comme étant d'origine bourgeoise. Les nazis, eux, l'interdisent en 1935, tandis que Franco, en Espagne, va jusqu'à juger les francs-maçons morts depuis longtemps. Si on devait résumer en quelques mots ce qui est devenu la franc-maçonnerie, on pourrait le résumer comme ça. C'est entre un club philosophique, un ordre initiatique, une communauté solidaire et fraternelle, un lobby politique ou un réseau de gens influents. En réalité, c'est un peu tout ça à la fois, et surtout, c'est une société plus discrète que secrète, finalement. En revanche, les francs-maçons ont beaucoup inspiré la prochaine société secrète que nous allons aborder, les Illuminati. Les Illuminati tirent leur nom du latin et désignent les illuminés. Pas au sens des mecs légèrement barrés, mais plutôt de ceux qui savent. Comme les francs-maçons dont ils s'inspirent beaucoup, c'est un groupe libre de penseurs créé en 1776 en Bavière par un ancien jésuite.
Ces intellectuels, parmi lesquels le philosophe Goethe, veulent changer les choses en diffusant les idées des Lumières et notamment en apportant plus d'égalité. À son apogée, l'ordre des Illuminati a pu compter jusqu'à 1500 membres identifiés, répartis en 13 grades. Bref, 1500 membres, c'est une belle réussite pour une société secrète dont le succès commence à inquiéter les autorités bavaroises, puis par la suite, les autres États allemands. Les francs-maçons les regardent aussi de travers, surtout que les Illuminati ne sont pas les derniers à infiltrer les loges maçonniques existantes. En Bavière, le prince électeur de Bavière se méfie d'eux. Il considère que ce sont des comploteurs et des révolutionnaires en puissance. Il décide donc de les interdire brutalement le 2 mars 1785. Tous les Illuminati sont poursuivis, voire persécutés. La surprise est totale. Quasiment tous cessent alors leurs actions, et même, pour certains, dénoncent publiquement l'ancienne organisation. Goethe déclare ainsi en 1786, l'année suivant l'interdiction, que toutes les associations secrètes soient éradiquées, qu'importe ce qu'il en résultera. Quelques Illuminati écrivent à Benjamin Franklin, qui lui était franc-maçon, nous l'avons dit, pour lui demander s'ils peuvent se réfugier aux États-Unis. On ignore sa réponse, mais ça suffit à certains complotistes pour imaginer que le groupe s'y serait installé, influençant la construction du pays et encore de nos jours la politique américaine. Sans sombrer dans ces délires, il est incontestable historiquement que des élites allemandes ont pu être séduites par ces projets ambitieux de réforme sociale portés par les Illuminati. Le Ku Klux Klan naît d'une défaite, celle des États du sud des États-Unis pendant la guerre de sécession. Le 24 décembre 1865, 6 vétérans de l'armée confédérée qui s'ennuient ferme décident de monter une association pour refuser l'égalité avec les anciens esclaves noirs. Le nom est volontairement mystérieux. Ku Klux viendrait du grec kuklos, indiquant un cercle, et clan désigne le clan d'Écosse, les fondateurs étant d'origine écossaise. Pour entretenir le mystère, ils se cachent avec des draps qu'ils utilisent pour recouvrir leurs chevaux aussi masqués et sèment la peur chez les populations noires qu'ils croisent. Mais l'idée prend bien dans les campagnes du Sud, et en 1867, les fondateurs pensent qu'il est temps de structurer l'organisation. À Nashville, dans le Tennessee, ils se dotent de principes et d'un organigramme avec des titres ronflants largement inspirés du mythe du roi Arthur. Le dirigeant de l'ordre, le grand sorcier, est le général Nathan Bedford Forrest, qui a servi dans l'armée confédérée et s'était enrichi dans la vente d'esclaves. D'ailleurs, il y a une petite référence à Forrest dans le film Forrest Gump, où sa maman l'a nommé Forrest, en référence à ce chouette type qu'était Nathan Bedford Forrest. Bon, sa maman lui dit aussi que sa partie Forrest de sa personnalité, c'est pour lui rappeler que parfois on fait tous des choses qui finalement n'ont strictement aucun sens. Ouf. Les membres du clan sont persuadés de faire partie de l'Empire invisible, avec comme mission de maintenir la suprématie de la race blanche dans le sud des États-Unis. Pour cela, on fait la chasse aux Noirs, mais aussi à leurs complices, les partisans de l'égalité comme les fonctionnaires du Nord. Et c'est toute la palette de la violence qui y passe. Insultes, menaces, intimidations, harcèlement, humiliation, incendie et bien sûr, meurtre. Inquiets de cette violence, les pouvoirs politiques mettent la pression sur l'organisation, poussant le général Forrest à la dissoudre en 1869. De toute manière, dans les États du Sud, le pouvoir politique, économique et médiatique est dans les années 1870 aux mains des Blancs. Avec les lois de ségrégation votées à partir de cette période, le clan, victorieux sur les idées, devient inutile. Il disparaît donc une première fois. En 1906, paraît un livre de Thomas Dixon, L'homme du clan, qui est adapté en film en 1915 sous le titre « Naissance d'une nation ». Le film connaît un très grand succès et emporte de nombreux soutiens, dont celui du président américain de l'époque, Woodrow Wilson. Je me souviens, moi, quand j'étais gamin, j'ai voulu être paléontologue pendant presque 10 ans après avoir vu Jurassic Park. Là, on voit qu'un film a réussi à relancer un mouvement comme le Ku Klux Klan. Comme quoi, il faut vraiment pas sous-estimer la puissance d'un média comme le cinéma. Le clan renaît donc dans cette dynamique et élargit ses combats. Toujours contre les Noirs, mais aussi contre l'immigration, les catholiques, les communistes, les juifs et tant qu'à faire, les homosexuels. En 1922, le nouveau sorcier impérial, un dentiste du Texas du nom de Evans, transforme le clan en véritable entreprise. Il faut prendre sa cotisation, souscrire son assurance KKK et même acheter auprès de l'organisation son costume officiel, cagoule comprise. Dès lors, le clan devient un véritable succès public, surtout dans les petites villes et campagnes américaines. De 10 000 membres en 1920,
le Ku Klux Klan en atteint 5 millions en 1925. Les actions du Ku Klux Klan animent un peu les soirées du week-end avec embrasement de croix, parades, masques, initiations et même barbecue entre membres. C'est en quelque sorte une confrérie de racistes où l'on se reconnaît entre membres du clan par des signes et des codes. Dans un bar du sud des États-Unis, pour retrouver un copain membre du clan, il suffit de demander « Connaissez-vous un monsieur Hayak ici ?» Il faut bien imaginer que dans les années 20, dans certains villages, presque toute la population blanche appartient au clan ou est sympathisante. Imaginez l'horreur pour les populations noires qui y résident. En cas de violence ou de meurtre sur l'un d'entre eux, il y a rarement une enquête car le policier local